Vous écoutez Un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant. Le podcast d'inspiration créative et créatrice. Bonjour Maya, merci beaucoup de me recevoir chez toi aujourd'hui pour enregistrer ce podcast de Un monde vivant. Je t'ai rencontré parce que je connaissais Satnam Montmartre, qui est un lieu magnifique à Paris, qui a été créé par Anne Bianchi, de yoga, d'événements autour du yoga plutôt, je dirais. Et l'année dernière, il y a peut-être maintenant 1 an et demi, je sais que tu as changé de lieu pour venir proposer tes soins en drainage lymphatique, mais aussi d'autres choses. Je sais que tu fais aussi des soins signatures. Et je t'ai rencontré comme ça en venant faire un soin avec toi. Puis il y a eu une rencontre humaine jusqu'à cet automne dernier où j'ai eu envie de te proposer d'être interviewée dans ce podcast. Donc merci beaucoup et bonjour Maya. Bonjour Sarah. Toi Maya, comment tu te présentes aujourd'hui ? Maya, tout court. Neutre. Neutre, Maya Awadi, Eri. Je parle de mon métier quand on me pose la question, mais mon métier ne définit pas qui je suis. C'est vrai que parfois, souvent, les gens peuvent avoir tendance à s'identifier totalement Oui, c'est à un la métier. question qu'on pose régulièrement pour rentrer en contact avec quelqu'un en lui disant « Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» au lieu de lui dire qui tu es. C'est pour ça que, tu vois, dans un épisode avec Véronique de la Cochetière, elle me disait je suis une femme. Et voilà, je suis mère de 4 filles. Je suis multiple et universelle et une au même temps, quoi. Oui, tout. On est un tout et un rien en même temps, j'ai envie de te dire, tu vois. C'est une question extrêmement profonde et vaste. Oui, et toujours incomplète, en fait, quand on y Et réponse. jamais complète. Oui. C'est toujours un peu cette notion de séparation dans la vie où on veut toucher quelque chose, mais en fait, ça nous échappe toujours en même temps. Et du coup, être cerné et se rencontrer là-dedans, ça touche aussi ça. Absolument. Donc, on va parler un petit peu de ton parcours pour commencer. Donc, Maya, ce que je sais de toi, c'est que tu es algérienne, née à Paris. Tu as fait un bout de vie en Algérie. J'ai grandi en Algérie, oui. Et puis ensuite, un autre chapitre en France. Est-ce que tu peux nous parler de ce chemin qui s'est dessiné entre la France, l'Algérie, la France ? Si tu veux, si on part sur cet espace-là, je suis cet emboîtement entre ces deux rives. Je suis algérienne, c'est le sang qui coule dans mes veines, je suis remplie d'Algérie. J'ai toujours cette phrase, tu vois, quand on me pose la question et on cherche à me connaître, et autour des discussions, tu sais, de dîners parisiens ou avec les miens ou peu importe, l'Algérie m'a bercée et la France est témoin de mon accomplissement. Et je suis ces deux pays que j'aime profondément. L'Algérie, c'est moi, c'est ce qui me définit. Ce sont mes valeurs, mes principes, mon identité. Mais au-delà de tout ça, être algérien pour moi, algérienne, c'est une posture. C'est quoi comme posture, justement ? Être algérien, c'est, oui, pour moi, au-delà de l'honneur qu'on porte en nous, qui nous nourrit de l'intérieur, c'est la posture du respect de soi. Tu viens de Constantine ? Ouais, je suis constantinoise, ouais. La ville des ponts suspendus. Enfin, j'ai commencé par te dire, je suis à cette espèce d'emboîtement entre ces deux rives. Et la ville, ma ville, Constantine, c'est la ville des ponts suspendus. Symboliquement, j'aime bien l'énergie des ponts. Comment a été ton enfance alors ? Quel souvenir ou quel mot aujourd'hui tu peux porter dessus ? Si je dois qualifier en un mot mon enfance, choyer et aimer. Et tu sens que tes parents, ils t'ont transmis aussi de ta culture et de ton héritage, de tes lignées. Tu sens que c'était quelque chose avec lequel tu t'es aussi enraciné dans ta vie ? Je suis le reflet de mes parents. Mon papa, paix à son âme, nous a toujours dit on est 3 filles. Et on a été élevés par cette phrase ou ce mantra ou cette valeur. Soyez libres et indépendantes, mes filles. C'est un beau signe aussi jusqu'à la fin de ses jours. C'est un beau signe aussi d'amour, de vouloir la liberté. D'autant plus que vous êtes des femmes. Et peu importe où vous vous trouvez,
Ne soyez pas dupes. C'est pas parce que vous êtes en France. J'avais un papa qui était, je pense qu'il le savait pas, mais qui était profondément féministe. Enfin, ce mot tellement galvaudé de nos jours, j'ai pas envie de le réduire à ça. Mais les valeurs de la femme. Oui, de la puissance il des avait femmes. un respect. Il a été élevé par une femme puissante. Et puis de l'autre côté, ma mère qui nous a élevés, moi jusqu'à aujourd'hui, je suis à la veille de mes 43 ans que je vais fêter dimanche prochain. Jusqu'à maintenant, quand je passe par des moments difficiles ou des épreuves, elle m'a toujours répété, mais sans cesse, personne ne vaut Maya. Donc oui, j'ai été élevée dans l'amour, cet amour propre. Je distingue s'aimer et puis s'estimer. Ce sont pour moi deux choses complètement... Enfin, c'est pas la même chose. On peut s'aimer et ne pas se respecter. Mais on peut pas s'estimer sans se respecter. Et j'ai été élevée dans cet amour propre, du respect de soi. Et dès lors où on se respecte, on ne peut que respecter les autres. Ouais, c'est super intéressant. J'aime bien cette nuance entre l'amour et l'estime. Et est-ce que toi, donc, du coup, pour bien comprendre, t'as grandi en Algérie ou en France quand t'es née en France, en fait? Je suis un pur produit algérien, pour vulgariser tout ça. Je suis algérienne, le sang qui coule dans mes veines est un sang algérien, avec 6% de sang, selon ma grande sœur. Mon arrière-grand-mère maternelle est turque, donc j'ai un peu de sang turc. Et je suis née à Paris, et j'ai choisi d'être française de par le droit du sol, étant donné que mes parents sont nés avant 62, quand l'Algérie était sous colonisation française et appelée par les colons l'Algérie française. Et c'est marqué même sur mon certificat de nationalité française, que je suis française de parents nés sous l'Algérie française, que moi j'appelle l'Algérie sous colonie française, parce que l'Algérie, pour les indigènes, comme ils les appelaient si bien autrefois, n'a jamais été française. Bah de toute façon, c'est une histoire qui n'est pas encore cicatrisée, non. réglée, apaisée. C'est une histoire, en étant toute lucide, c'est une histoire douloureuse, mais qui est nourrie par les deux. Elle est nourrie par aussi bien ici que là-bas. Et c'est une blessure extrêmement profonde. Et pour comprendre cette blessure, il faut ouvrir des livres. Et peut-être que le temps permettra d'apaiser. Le temps travaille pour nous, pour chacun d'entre nous. Et tu vois, ce podcast, il s'appelle Un monde vivant. Et moi, dans cette vision personnelle que j'ai d'un monde vivant, c'est des peuples partout sur Terre dignes et en lien avec leurs racines et leur terre, quoi. Moi, j'ai été élevée en Algérie et l'Algérie m'a bercée. J'ai fait l'école en Algérie. Je connais parfaitement l'histoire de cette colonisation française qui a commencé par une conquête, parce que la guerre n'a pas commencé en 1954. Elle a commencé en 1830 avec l'émir Abdelkader. J'ai été élevée dans à l'école, on nous enseigne l'histoire de notre pays, qui est une histoire, c'est un siècle de colonisation, plus d'1,5 million de morts, ce qu'on appelle des moudjahidines. En revanche, je n'ai jamais été élevée dans la haine. Je parle de l'éducation nationale algérienne, mais je n'ai jamais été élevée dans la haine de la France. Et du coup, donc toi, t'as grandi, donc t'es née à Paris, t'es allée après en Algérie avec tes parents. Au fait, je suis née à Paris. Parce que ma mère venait accoucher à Paris, de mes sœurs et moi. Je pense que c'était un privilège pour elle de venir accoucher en France. Puis on rentrait à la maison. Puis j'ai grandi en Algérie. Et entre mes 18 et 19 ans, on reçoit une lettre du consulat nous faisant part de notre droit, parce qu'on arrivait à la majorité, d'acquérir la nationalité française. Jusque-là, je n'étais qu'algérienne, née à Paris. Et puis on a répondu à cette lettre avec mes sœurs. Et je me rappelle, j'étais au lycée, j'étais déléguée à l'époque et je surveillais la classe et j'étais sur le bureau des profs et j'ai écrit ma lettre sur ce bureau. Puis on envoie nos lettres en réponse à ça. Puis on est convoqué au consulat d'Annaba en Algérie et on est parti avec papa et mes sœurs et on est rentré pleinement algérienne et on est sorti avec cette double nationalité qu'on a choisie et que de ma part, pour moi, la France c'est aussi
mon pays que j'aime autant qu'il m'énerve, comme l'Algérie, quoi, tu vois. Et que je chéris, que je respecte. Et ma vie est à Paris et je suis mariée à un Français. Clément est le fruit de... Clément, ton fils. Mon fils est le fruit de ces deux rives. À quel âge, du coup, tu arrives en France? Et est-ce que tu veux nous parler de cette rencontre, de ce moment? Pour toi, la France, elle te donne aussi ce présent et cet avenir, en fait. La réponse est beaucoup plus profonde que ça. Je l'imagine. Il faut savoir que quand je quitte l'Algérie, on sort de 10 ans de guerre civile. La décennie noire. De la décennie noire. Et moi, j'ai vécu la décennie noire, j'ai vécu cette guerre civile. Tu l'as vécu de l'intérieur. Pleinement, je l'ai vécu de l'intérieur, mais au sens propre et figuré. Décennie terrible, on peut dire peut-être aux personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est. La décennie noire, c'est dans les années 90. Il faut savoir que je suis née en 83. Donc quand ça éclate, j'ai 7 ans. Donc tout mon enfance a été confisquée par ces fanatiques. Suite à une conjoncture économique, une crise économique et un pays instable. Mais ça s'est vraiment passé comme ça, du jour au lendemain. Il y avait des manifestations partout dans les rues de ces fanatiques barbus avec leurs blouses blanches, ce qu'on appelle le qamis, qui sont arrivés, qui ont été endoctrinés ailleurs. Et du jour au lendemain, il y a des élections et puis c'est le fils qui gagne. Et c'est les fanatiques qui arrivent au pouvoir. L'Algérie réagit tout de suite et les militaires prennent le pouvoir. Les militaires ont toujours pris le pouvoir dans ce pays. Qu'on aime pas, c'est complexe. Parfois, j'ai envie de te dire qu'à ce moment-là, heureusement qu'ils étaient là. Et il y a un coup De toute façon, d'État. la vie est toujours complexe. Toujours la Mais nuance. rien n'est blanc ni Non, noir. Parce que jamais. moi, ça me fait rire, tous ces gens-là de l'extérieur qui donnent des leçons et qui sont là à nous expliquer la vie. Enfin, je parle de l'Occident en l'occurrence parce que je ne mâche pas mes mots et je suis quelqu'un de très direct et droit, pleinement aligné avec ce que je dis. C'est toujours beau de donner. Nous, on sait. Avec Nous, les intellectuels. avec toujours ce regard colonial. C'est-à-dire, il y en a, ils donnent leur avis, ils n'ont rien dans leur chair qui les invite à ça. Voilà, donc ça, c'est un autre sujet, encore une fois. Revenons à cette période noire. Donc, oui, il y a un coup d'État, l'armée prend le... Par contre, ça ne rigolait pas. Le maître mot était « les terroristes, on les terrorise ». Pendant qu'à cette période-là... Ailleurs, on disait que le gouvernement algérien tirait sur son peuple. À l'époque, mon père nous disait « Vous ne dites surtout pas que vous êtes né en France. » On vivait sous couvre-feu. Et on n'a jamais cédé à la peur. Jamais. Dans ta famille et toi? Ou en tant que L'Algérie peuple? tout entière. L'Algérie, tout le peuple n'a jamais cédé. Ils n'ont jamais cédé à la peur. On continuait à vivre, à sortir, à faire du mieux qu'on pouvait pour lutter contre ça. Et donc toi, c'est ton enfance, comme ça? Et ça, c'est mon enfance. Ça ne m'a pas empêché de sortir, de faire des fêtes avec mes potes, de faire les 400 coups, de vivre. Et donc là, à ce moment, tu t'es dit aussi, après, je pars en France pour la suite? Alors donc, revenons à ta question initiale. Au moment où je choisis de venir en France, pour moi, c'est un nouveau souffle. J'arrive à 20 ans, en 2002. Et là, je débarque à Saint-Germain-des-Prés. C'était trop pour moi. Qu'est-ce qui était trop? Je pense que je sortais de ma zone de confort, j'ai été choyée avec mes parents, puis je me retrouve dans un monde l'inconnu, tu vois. Et puis je me rappelle de ce moment où j'appelle mon père et je lui dis, écoute, c'est très bien, j'aime bien, c'est beau, mais c'est pas pour moi. Et papa, il me dit, écoute ma fille, c'est toi qui choisis. Vous avez choisi de partir, c'est très bien, tu veux revenir? T'étais partie avec tes sœurs? Ma grande sœur, c'est Myriam qui est arrivée en premier, et puis moi je l'ai rejoint. Et je suis restée l'été 2002, et puis je suis rentrée, et puis je suis revenue le 14 février 2003. Pas si longtemps que ça après, quand même. Ouais. Tu t'es allée en Algérie? Parce qu'en rentrant en Algérie, je savais plus où j'étais. Enfin, tu sais pas, comme on dit vulgairement, avoir le cul entre deux chaises. Et comme si que je restais sur ma faim et je me disais, mais non, t'as pas essayé. Pourquoi tu... Voilà, et je suis revenue et depuis, ma vie est à Paris. Et donc Paris, en plus, directement la capitale... Oui, en plus j'arrive à Paris et puis j'ai la chance de vivre
dans un arrondissement Oui. que j'affectionne particulièrement. Et ça, comment, si tu as envie de répondre, toi, tu venais plutôt d'un milieu aisé ou modeste en Algérie? Enfin, comment ça se fait que tu te retrouves à Saint-Germain-des-Prés? Parce que... Grâce à ma grande sœur. Ah ouais. J'ai une grande sœur qui est juste... c'est Myriam. Elle est débrouillarde, elle va C'est là où elle Myriam. doit aller. Ouais, Et donc là, tu fais la rencontre de ton amoureux peut-être quelques années plus tard ou ouais ou beaucoup plus tard. Ouais. beaucoup plus tard. Donc tu as le temps quand même de t'installer ici. Oui, oui, oui. Je m'installe, je fais... Enfin, je chemine, je fais mon parcours. Et puis, à 27 ans, je rencontre... Ton cher et tendre. T'as toujours des yeux qui brillent, en tout cas, quand tu parles de lui. Même là. je rencontre mon âme sœur. Hmm. Il y a des relations où on peut pas mettre des mots dessus. On peut que, tu vois, tu parles de mes yeux qui brillent et ça se ressent. C'est quelque chose qui ne s'exprime pas. Vous êtes reconnus, quoi. Vous êtes vus. Pas tout de suite. Tu veux nous raconter un petit peu Peut-être comment on s'est rencontrés avec Jean-Christophe. Alors, on s'est rencontrés via une amie et on s'est fréquentés pendant 1 an. Je sortais d'une longue relation amoureuse, pas très... Voilà, qui était aussi bien toxique pour moi que pour lui. Et puis, je rencontre JC et puis on se fréquente pendant 1 an. Mais on se fréquente vraiment, quoi. Genre, mais il se passe rien. On sort ensemble, on fait les 400 coups ensemble, on va en boîte. Cette période-là, j'ai vraiment vécu, chaque période de ma vie, je l'ai vécue pleinement. Et cette période-là, je sortais beaucoup, enfin, on allait en boîte de nuit, les fameuses after-work. En plus, c'était la période où les fameuses after-work du jeudi sont sorties sur Paris. Et puis, on allait au ciné ensemble. Enfin bref, on s'est fréquentés pendant 1 an et parce que lui aussi sortait d'une relation très douloureuse et on s'était donné le temps de se connaître sans pour autant tu vois. Moi, j'étais persuadée jusqu'au moment, pour être honnête, jusqu'au moment, il aime pas que je dise ça, mais jusqu'au moment où on sortait tout le temps. Puis je me faisais draguer. Et à un moment, il était trop jaloux. Et comme Le moi, je suis révélateur. très directe, et puis ses potes le charriaient, tu vois, le lendemain de soirée, tout le monde le charriait. Ah, tu l'as pas lâché, machin. Enfin bref, ça chambrait, quoi. Puis Là, ça a on se révélé. pose à un moment tous les deux, on se dit et si on essayait? Ah Et ouais. ça fait 15 ans que ça dure. Waouh. C'est une relation aujourd'hui avec le recul qui a été fondée en conscience. On savait tous les deux ce qu'on ne voulait plus. Et donc vous saviez aussi ce que vous pouviez aussi construire ensemble. On ou savait pas pas ce qu'on pouvait construire ensemble. La seule chose qu'on savait, C'est que vous c'est saviez ce que vous vouliez pas. voilà, qu'il y avait plein de points, enfin en tout cas de ma part, et je pense que aussi, enfin on savait, on s'est donné le temps et on savait ce qu'on ne voulait pas tous les deux. Et on est des compagnons avant tout. Il accompagne, c'est mon compagnon, je suis sa compagne. Et au-delà de l'amour que je lui porte, c'est un homme que je respecte profondément. J'ai beaucoup de respect pour mon mari, énormément, mais quand je le dis, je suis émue, quoi. Je souhaite à tout le monde de trouver un Jean-Christophe. Et ça fait 15 ans Ça fait que 15 ans, cet ouais. amour, ce respect Ouais, on entame la 16e, ouais. se renouvelle en fait chaque jour, quoi. Ah oui, je l'aime encore plus aujourd'hui qu'il y a 16 ans. C'est un beau message. C'est un amour, si tu veux, c'est un amour qui n'a fait qu'évoluer dans l'expansion. On n'est jamais sûr de rien dans la vie, mais moi, au plus profond de moi, intuitivement, il m'enterre ou je l'enterre. C'est-à-dire que ouais, vous êtes un couple solide parce que vous êtes enracinés. Parce qu'on se respecte mutuellement et on respecte l'espace de l'autre aussi. En fait, vous êtes libres d'être des humains propres. Ah, pleinement. Chacun vous, et que ça crée Pleinement. une Et union. c'est au fait, il y a moi, il y a lui, il y a nous, puis il y a Clément à part entière, et puis il y a nous trois. Oui, et donc vous c'est avez une synergie, au fait. Pas une relation, je t'appartiens, tu m'appartiens, je te dois, tu me dois. D'ailleurs, pour être honnête avec toi, on n'a pas de... Sur certains plans quotidiens, il n'y a pas lui et moi, ou c'est nous. Comment ça a été pour vous le mélange des cultures ? Est-ce que ça a été fluide de partager vos mondes ? Comment ça a été ? Parce que moi, tu sais, je l'ai vécu aussi de l'intérieur avec mon Écoute, histoire. c'était cool. Encore une fois, dans le respect, aussi bien de son côté. C'est-à-dire, il y avait l'ouverture de la curiosité, beaucoup de respect. Bah oui, et puis j'ai envie de te dire, en chaque Algérien, il y a un Français qui sommeille, et en chaque Français, il y a un Algérien qui sommeille. Depuis que je suis en France, il n'y a pas une personne avec qui... Vraiment, mais parfois, c'est même... voilà, ça me surprend jusqu'à aujourd'hui. De près ou de loin, on a un lien avec l'Algérie, de près, enfin tu vois. Non, mais ça s'est super bien passé. Aussi bien nos familles... Elles se sont rencontrées assez, au bout d'un moment, et puis ouais.
Ça a matché, quoi. Ouais, Et ça a matché. Mon papa, mes parents adorent Jean-Christophe. Ils l'aiment profondément, mais vraiment. Papa, d'ailleurs, pardon mes sœurs si vous passez par là, mais il me l'a dit. Enfin, c'est avec lui qu'il se sentait le plus... Il se sent bien, quoi, avec JC. Ils déconnent ensemble. Papa, il aimait bien le whisky, donc tu vois, enfin... Et avant de mourir... Ça, c'est ma grande sœur, j'étais pas là. Quand il était entre ces deux rives, encore une fois, il l'a appelé. Il était entre deux mondes. Il se réveille à un moment et il sort et il appelle Jean-Christophe. Et Myriam, elle lui dit Papa, il est pas là, Jean-Christophe. Et avant de mourir, un mois avant sa mort, il m'a dit ma fille, fais attention à ton mari. Parce que je peux être très sanguine et très... Enfin, je suis une femme de caractère et je suis pas quelqu'un qui se laisse faire. Enfin, bref. Tu peux être direct. Je peux être très directe. Et un peu impulsive, peut-être. Mais sans que ce soit à mal, mais juste du sang qui monte. Je peux même être colérique, pour te dire, mais je veux dire, enfin, je suis jamais une méchant, femme, je suis une femme de valeur et de conviction. Et Et quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et ça se passe bien du coup. Et je le dis, et je dors chez moi tranquillement sur mon oreiller. Tu sais, tout le monde n'est pas prêt à recevoir aussi, tu vois. Et puis moi, quand quelque chose ne me va pas, je suis de ceux qui disent tout haut ce que la majorité pense tout bas. Et moi, j'ai pas peur de le dire. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais si, parce que ton et père, mon papa, il m'a dit fais attention à ton mari, prends bien soin de lui, ma fille, parce que moi, mon mari, il vit pour que je sois bien. J'ai été choyée je le suis toujours par mes parents et je le suis par mon mari. J'y sais, il me le dit tout le temps. Si toi ça te va, moi ça me va. Si toi t'es heureuse, je suis heureuse. J'incarne pleinement qui je suis avec les valeurs et je reviens encore aux principes et dans lesquels j'ai été élevée. J'essaye de ne jamais me trahir. Aimez-moi, détestez-moi, I am who I am. Et pour rien au monde, je me trahirai. C'est ce que j'appelle l'intégrité. T'as toujours eu cette capacité à te sentir, aimez-moi ou aimez-moi pas. Est-ce que c'est quelque chose que t'as acquis avec le temps ? Je pense que c'est quelque chose qui a toujours été en moi. Et après, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit, tu vois. Il y a des moments où, tu es en perte de repères, parfois, et tu as envie d'être aimé, reconnu, que sais-je. Mais ça arrive toujours dans des périodes de transition où tu sais pas où tu es. Et quand le brouillard s'installe, ça peut arriver. Mais au plus profond de moi-même, oui, j'ai toujours été comme ça parce que ce sont mes valeurs. Et donc pendant ce temps-là, tu as aussi un magasin de vêtements, me semble-t-il. Donc t'aimais bien, c'était la mode, c'était les vêtements plutôt... Enfin, c'était quoi comme... L'école, c'était pas trop mon truc. J'étais phobique de l'école, d'ailleurs. De se rendre des comptes. Et l'école aussi ne célèbre qu'une forme d'intelligence, valorise un type d'être humain. Absolument. Et il y a tellement d'autres façons d'être qui on est. Et puis, moi, je viens d'une génération où notre génération, c'était... Ils voulaient tous qu'on devienne des médecins, des avocats, voilà. Et moi, je suis très littéraire et je détestais rendre des comptes. Je déteste rendre. Pour moi, être libre, c'est deux choses. C'est d'être indépendant et n'avoir de compte à rendre à personne. Pour moi, c'est ce qui signifie la liberté. À raison garder. Donc, j'ai très peu travaillé pour les autres parce que ce n'est pas mon tempérament. J'ai été élevée dans le textile. J'ai été élevée entre deux pelotes de laine et de la soie dans l'usine de mon grand-père maternel, paix à son âme. J'ai été élevée de ce côté-là dans une famille de commerçants, d'entrepreneurs, d'une famille aisée, famille de commerçants. Oui, une famille algérienne. Du côté de ma mère, c'était une famille plus qu'aisée. Et puis, naturellement, j'ai travaillé dans la mode, j'ai commencé dans le retail. Et très vite, j'ai travaillé 4 ans. J'ai bossé pour le groupe SMC. Voilà. Oui, Claudie Pierlot, Sandro Mage, c'est ça. Oui, j'ai bossé pour Sandro, j'ai bossé pour Mage, j'ai bossé pour Cotonnier. Je sais pas s'ils existent encore. Je crois qu'encore, hein. Mais je pense qu'ils sont en liquidation, ils n'arrêtent pas de faire... Enfin bref, et comme j'ai un tempérament d'une femme indépendante et à qui on ne dicte pas des lois, ça s'est fini au prud'homme. T'es fiché, plus personne ne veut de toi. Et puis un matin, je me réveille et je dis à mon mec, je vais ouvrir ma boutique. Et j'ai toujours dit, je ouvrirai ma boutique. Et puis j'ai ouvert ma boutique. La première et puis la deuxième. Donc dans Paris. À Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés. Je reviens à Saint-Germain-des-Prés. Okay. Je venais de me marier. D'accord. À 30 ans, je me marie. À 31 ans, j'ouvre ma boutique. Ouais. La première, elle était à Duroc. Puis j'ai une très belle opportunité qui s'offre à moi, rue Saint-Sulpice. Je ferme la première et
j'installe ma boutique. C'était un concept store autour des jeunes créateurs français, du Made in France. Enfin, c'était vraiment un concept store où il y avait de tout. Principalement du vêtement, puis des accessoires, des bougies, des affiches. Voilà, et je me fais aider par ma maman. Donc tu fais une aventure entrepreneuriale en fait, complètement entrepreneuriale. Pleinement. Et c'est une boutique qui du coup j'imagine marche bien. Qui marche, oui, qui marche bien. Puis après, c'était une période assez complexe, compliquée, on y est encore, j'ai envie de te dire, mais être entrepreneur en France, c'est compliqué. Puis j'ai subi tous les événements. Ça a commencé par Charlie, après il y a eu les attentats du 13 novembre, et puis après il y a eu les gilets jaunes. Un bon entrepreneur, pour moi, c'est aussi un entrepreneur qui sait dire stop. Que là, ce n'est plus de mon sort, mais l'environnement dans lequel j'évolue ne me permet pas d'être dans le flot et me pousse à nager à contre-courant. Et qu'est-ce que je choisis ? J'ai choisi ce que j'ai déjà. J'ai pris conscience que j'avais déjà l'essentiel. Donc j'ai pris la décision de fermer la boutique. C'était il y a combien de temps ? C'était juste avant le Covid. En plus, je l'ai fermé, mais vraiment, j'ai eu l'intuition. J'ai arrêté, c'était le 23 octobre 2019. Ouais, et ça c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, dans notre société, il y a une mode aussi d'entrepreneuriat. Il faut savoir dire, il faut reconnaître ses limites, surtout quand ce n'est plus de notre ressort, au fait. Que ce n'est plus entre nos mains. Je le vois aujourd'hui. Je vois le nombre de marques, de maisons qui ferment les unes derrière les autres. Ouais, c'est énorme. Là, il y a un changement économique. J'ai envie juste de dire, douce France, wake up, wake up. On est d'accord. Wake up. Prends bien soin de tes enfants. Totalement d'accord avec ça. Faut en parler longtemps. Il y aurait des choses à dire. Ok, donc t'arrêtes la boutique fin 2019, donc c'est une aventure qui dure quand même... Presque 7 ans. C'est marrant les cycles de 7 ans. T'arrives en France à 20 ans, ma rencontre forte à 27 ans. Là, qu'est-ce qui se passe à ce moment ? T'arrêtes la boutique, il y a le Covid qui se profile, et toi, qui es-tu à cette période ? Comment tu te sens ? De quoi as-tu envie ? Je suis complètement dévastée. Tout s'arrête. Tout tournait autour de la boutique. Enfin, c'était moi. Elle faisait la pluie et le beau temps à la maison jusqu'au jour où, en fait, c'est fin 2018 où ça commence à germer en moi. C'est au moment où mon mari, il venait tout le temps me chercher. C'est notre rituel et il venait me récupérer à la boutique et je faisais du chiffre. J'étais contente. Je faisais pas du chiffre. J'étais déprimée. C'était moi. C'était la météo. C'était la météo. J'étais sous l'emprise de cette entreprise. Et puis, il y a ce soir où il vient me chercher et je suis pas bien et je suis maman aussi, tu vois. Clément, je le vois pas beaucoup. J'ai accouché le lendemain, j'étais à la boutique. La veille de mon accouchement, je livrais mes clientes. Enfin, je veux dire... Puis là, il me dit, écoute Maya, cette boutique, elle va finir par avoir raison de nous. Regarde ce qu'on a. Viens, on ne gâche pas ce qu'on a. Et là, c'était la claque. Il me sort de mon apnée, quoi. Avec ses paroles, il m'a sorti la tête de l'eau. Et je prends la décision. Elle commence à germer déjà. J'écoute ce qu'il me dit et je rentre et j'ai mon Clément qui me court dans les bras et je sors de mon corps et j'observe cette petite famille que t'as construite. Comme on dit chez moi, Alhamdulillah. Gratitude infinie, regarde ce que tu as et arrête de courir derrière ce que tu n'as pas et à toujours vouloir plus. Tout est déjà là. Et toi, parce qu'en fait, c'est intéressant, j'imagine que c'est quand même une expérience qui t'a appris beaucoup. C'est ça qui est intéressant dans la vie, c'est que je trouve que parfois, il y a des expériences qui sont très difficiles, mais elles nous font devenir aussi qui l'on est. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté quand même d'avoir cette boutique avec le recul ? Je reste persuadée que quand on a une épreuve dans la vie, telle qu'elle soit, aussi tragique qu'elle peut être, puissions-nous la reconnaître, la chérir, la traverser, parce que c'est ce qui va nous rapprocher encore plus de l'essence même de notre âme. Tu vas arriver après au drainage lymphatique. Avant d'arriver au drainage lymphatique, donc là il y a le yoga qui vient taper à ma porte à travers cette boutique. Puis il faut savoir qu'à ce moment-là, je vais pas bien. Je suis pas bien du tout. Et je le vis comme un échec. Tout s'effondre. Ma vie professionnelle s'effondre. Qui suis-je, quoi ? Et je me rappelle au moment, parce que j'ai fait une liquidation judiciaire. Donc moi, tu sais, moi je fais les choses bien jusqu'au bout, sinon je les fais pas. Et je me rappelle de ce moment-là où c'est comme si que c'était un serment, enfin, oui, c'était comme un serment envers moi-même, où je me vois donner ces clés au liquidateur. Et je me vois symboliquement en lui donnant ces clés. C'est comme si tu te dis, ok, tu es face à la vie, je me rends. Je lève mes bras au ciel, je me rends. Je me fous la paix. Et j'y vais. Et je lâche complètement. Et je profite de ce que j'ai. Et donc à ce moment,
il y a le yoga qui quand même Puis à rentre. ce moment-là, il y a le yoga qui rentre et puis je me jette corps et âme dans cette pratique qui me fait énormément de bien. Kundalini. Ce fameux Kundalini Yoga qui me fait énormément de bien. Et puis très vite, je me forme. Bon, t'as le Covid qui arrive. Le confinement. Moi, j'ai adoré le confinement. Oh, j'ai adoré. Ma vie s'est arrêtée et puis le monde s'est arrêté avec moi. Dieu m'a dit, génial. ok meuf, je vais te servir ça sur un plateau, mais pas d'or, de diamant. Et donc moi, j'ai adoré le confinement. T'étais à Paris ? Oui, j'étais à Paris. Et puis, je me forme au Kundalini, et puis plus de 6 ans de formation, quoi. Enfin, je me forme, et je commence à enseigner, et ça commence à prendre, et j'aime ça. Et puis, la vie, l'épreuve de la vie retoque à ma porte une fois de plus. Donc, il y a la fin de cette boutique qui est une épreuve. Tu retrouves un peu de souffle grâce au yoga. Grâce aussi au confinement. Et là... Donc oui, après on sort du confinement, je continue à me former. Là, à ce moment-là, je suis toujours en formation. Enfin, je me forme au yoga, je me forme à plein de choses. Parce que, tu vois, le yoga, c'est un tremplin. Et après, c'est comme la boîte de Pandore, au fait. Ou les poupées russes, tu sais. Tu t'ouvres une, tu t'emmènes vers l'autre. Et puis, c'est interminable. Automne 2020, je commence à enseigner, ça prend. J'enseigne dans un beau studio parisien à Saint-Germain-des-Prés, le studio qui appartenait à une très bonne amie à moi, Kat, si tu passes par là. Et puis, l'été 2021, on apprend que mon papa a un cancer. Il a un cancer de quoi à ce moment-là ? Un double cancer. Il a un cancer du poumon et de la voie urinaire. Et il est en Algérie ? Ou il est en France ? Non, il est en France. Ah, il est en France. Enfin, il faut savoir que moi, mes parents, si tu veux, ils vivent entre l'Algérie et la France depuis qu'on est en France avec mes sœurs. Comment ça se passe à ce moment-là pour vous dans votre famille ? Tout s'effondre. Et pour toi, Tout s'effondre. Là, pour le coup, la terre s'ouvre sous mes pieds. Là, c'est... Puis 4 mois et 48 heures en réanimation. Le 31 décembre 2021, mon papa nous a quittés. Est-ce que tu as été avec lui toutes ces 4 mois ? Ouais. Tu l'as On l'a accompagné jusqu'au dernier souffle. Ma mère était à sa droite, ma petite sœur à sa gauche, ma grande sœur au-dessus de sa tête et moi à ses pieds. Entourée. Jusqu'au dernier souffle. 48 heures jusqu'à son dernier souffle. Est-ce que après ça a été comment pour toi le deuil ? Moi, je ne crois pas au deuil. Moi, je ne pense pas qu'on fait son deuil. Je pense juste que c'est un espèce de mot qu'on a inventé pour mentaliser et essayer de rassurer l'humain. On lui a dit, tu feras ton deuil. Ce mot, pour moi, il est complètement obsolète. Mais est-ce que le temps a apaisé ? Le temps, au fait, tu vis avec. Mais il n'y a pas un jour depuis le 31 décembre 2021 qui est passé où je n'ai pas pensé à lui, où je n'ai pas parlé de lui. Sa présence invisible est encore plus présente, je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, que quand il est là. Il vit à travers moi, il vit à travers nous. Toutes ces valeurs, quelle chance j'ai eu d'avoir un papa comme le mien. C'était un papa aimant, on l'appelait le papa des filles. C'était mon papa, mon pote, on parlait de tout, il n'y avait pas de tabou, on pouvait refaire le monde, je le confrontais parfois, il avait une sensibilité, c'est mon papa. Je vois que tu as eu des fondations très solides avec tes parents, que ça t'accompagne et que ça te porte dans ta vie. Ton père, ouais, c'était un socle. C'est un pilier. Une très bonne amie à moi qui m'a fait cette remarque et qui me dit c'est dingue. Il n'y a pas une fois une discussion qu'on n'a pas eue et tu m'as pas parlé de ton père. Toutes les discussions que j'avais avec lui, ou qu'elles soient profondes ou anodines, elles se finissaient toujours par un dicton, par une phrase littéraire, par une morale. Qu'est-ce qui se passe ensuite après le décès de ton père ? Comment c'est pour toi en 2022 donc ? Début 2022, c'est la perte de repères. Et puis, j'ai la chance aussi d'avoir... je suis très famille. Après ma famille, le déluge. Je suis rien sans ma famille et en même temps, je suis tout avec moi-même. Mais après ma famille, le déluge. Le reste, c'est du plus. Donc, on est très... avec mes sœurs, ma mère, on traverse comme on peut. Et puis, le temps finit toujours par apaiser l'insoutenable. Le temps travaille pour nous. Mais je n'ai pas perdu mon père parce que mon père, il est tout le temps là. Sous une autre forme, mais il est... T'as eu des signes comme ça, des messages, des choses qui te disent, ah, là c'est lui qui
J'en ai toujours, c'est ma belle étoile. Hmm. Tout le temps. Et donc là, donc déjà épreuve ô combien difficile que de perdre son père. Comment t'abordes du coup la suite? C'est difficile, tu vis avec ça. Et comment tu t'avances dans cette année 2022 et par la suite, comment tu te projettes en fait? Comment tu vis? Après, la Qu'est-ce vie qui- reprend son cours. Enfin, après, tu vis ton chagrin. Mm. Et moi, j'ai un mode d'emploi que quand je vis tout pleinement. Hmm. Ma joie, je la vis pleinement. Mon enthousiasme, je le vis pleinement. T'es entière. Mon chagrin, je le vis pleinement. Pendant 6 mois, je vis pleinement ce manque. Et tous les dimanches, je suis au cimetière. Puis après, le temps, c'est la force de l'humain. C'est que tu te relèves et la vie reprend son cours. Et je reprends mes cours de yoga. Je continue à enseigner. Et donc première épreuve, la boutique. De la fermeture. Deuxième épreuve, peu de temps après, ton papa qui s'en va. Et là, tu vis une troisième épreuve qui va aussi bouleverser ton chemin, ta vie. Que tu m'as tout à l'heure dit avant d'enregistrer, ce n'est pas une épreuve, c'est une initiation. Mais c'est une tragédie avant tout. Est-ce que Une tragédie initiatique. Est-ce que Donc tu veux bien nous en parler? 6 mois plus tard, en juillet, je tombe enceinte. La vie qui surgit. Et puis voilà, on dit souvent, après une mort d'un être proche, il y a toujours une vie qui surgit. Je l'entends très souvent, tu vois, et ça on se voit. Le dit, oui, et on le dit. C'est incroyable, ça me donne des frissons là quand on le dit. C'était le 22 juillet 2022. C'était le jour de Sainte Marie-Madeleine. 22 juillet. Ouais, le 22 juillet. Et j'apprends que je suis enceinte. Souhaité ou absolument pas. Enfin, pas souhaité, c'est pas le terme, mais ce n'était pas prévu, pas du planifié, tout. quoi. Enfin, moi, je me suis toujours vue la maman de Clément. Et puis la question ne se pose même pas de le garder, absolument. C'est-à-dire absolument le garder, quoi. Absolument, Oui, enfin voilà. la question ne se pose même pas. Oui. Bon, c'est un chamboulement, ça arrive. C'est là, super, c'est la vice-présence. Super, on partait en vacances, enfin je fais le process nécessaire, oui, je suis bien enceinte. Il faut savoir qu'avant, je m'étais inscrite pour me former en hypnothérapie. Bon, je tombe enceinte. J'avais 39 ans. Je mets tout en stand-by, j'arrête de donner mes cours de yoga et puis j'accompagne cette grossesse, quoi. Enfin, et puis il y a tout plein de projets qui se mettent dans ma tête, il faut qu'on déménage, bref. Et puis un matin, à mon cinquième mois, je me réveille, je sors de mon sommeil, je dis à JC, je vais me former en drainage lymphatique. Quoi ? Il me dit, mais tu t'es inscrite pour... Je dis, non, je sais, je vais me former en drainage lymphatique. Bon, j'ai déjà fait quelques drainages, j'adore me faire masser et tout ça, mais il m'a regardé comme ça. Enfin, après, le pauvre avec moi, il faut suivre la cadence, quoi. Tu vois. Puis là, j'appelle ma pote, Johanna, qui est formatrice et tout. Je lui dis, écoute, je suis enceinte, je veux me former, je sais que tu formes. En revanche, je veux que tu me formes en one-to-one. Je veux être formée en privé, voilà, je suis enceinte. Elle me dit, ok, d'accord, je vais voir les dates, machin. Elle me propose une date, je lui dis, ok. Il rentre le soir, je lui dis... Telle date, je me forme. Et là, il me regarde, il me dit, mais Maya, enfin, je lui dis, si. C'est comme une impulsion. Je suis en forme. C'est arrivé d'un coup, en fait. C'est pas une impulsion, c'était... T'es réveillée. C'était une évidence. Je me forme. Et puis, un mois plus tard, à mon 6e mois, enfin, j'entamais le 6e mois. Je vais pour faire, moi, la 2e écho. T'es avec Jean-Christophe pour aller la faire ? Et Clément. Vous y allez tous les trois. Ouais. Et toi, tu te sens bien ? Mais complètement, dans la joie, l'amour, enfin... Avec Clément, elle a commencé à faire l'échographie. J'étais là, elle lui dit, regarde ton petit frère, les petits machins. Enfin, et à un moment, l'échographe nous regarde et regarde Clément et il lui dit, mon grand, il faut que tu sortes. Tu le comprends tout de suite ? Ah bah oui, je comprends et je comprends qu'il y a un problème. Je sais pas ce qui se passe, mais je comprends qu'il y a quelque chose. Que c'est quelque chose de son grave. Visage. Il s'est fermé. Il s'est pas fermé. L'expression de son visage a complètement changé. Elle est devenue blanche. Qu'est-ce qu'il arrive. Enfin, Raphaël avait une malformation très rare. Et tant qu'il était dans mon ventre, il pouvait vivre, mais une malformation, voilà. Et la malformation de Raphaël venait de son système lymphatique. Waouh, c'est fou. Donc t'as eu le message en toi de te former au drainage lymphatique. Et Raphaël, ensuite, a une malformation, un problème lié au système lymphatique. À son système lymphatique.
qui vient de son système lymphatique. Est-ce et qui ne lui permettait pas de vivre? Et donc, on a fait une interruption médicalisée de grossesse, qu'on appelle une IMG. Et c'était le 9 décembre 2022, presque jour pour jour après l'anniversaire de la mort de mon papa. Et je me suis rendu compte de tout ça 2 ans après. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu parce que il n'y a pas de mots à ça. D'accoucher d'un enfant mort, il n'y a pas de terme à cela. Pour toutes les femmes, et je pense qu'il faut en parler, et je sais que c'est tabou et on s'autorise pas d'en parler. Regardez, il m'en a fallu combien de temps? Si, moi j'en ai parlé, avec les miens, bref. Mais au même temps, 2 ans plus tard, là j'exerce pleinement mon activité, elle est en plein essor. Oui, exactement, et c'était le 9 décembre. Et comme chaque 9 décembre, je suis pas bien, je veux dire, Voilà, il y a des dates d'anniversaire comme ça que tu traverses chaque année. Et là, je réalise. Ce jour-là, je fais un jeu concours pour offrir un soin en drainage lymphatique. 2024. Ouais, 2 ans plus tard. Et puis, j'ai mon téléphone, je regarde les gens qui commencent à participer. Et c'est une vidéo où je suis en train de masser. Et je vois cette femme en train de masser, qui est moi, en l'occurrence, tu vois, spécialisée en drainage lymphatique. Et je réalise que la malformation de mon fils venait de son système lymphatique. T'avais pas fait le lien sur le coup? Moi qui ne crois pas au hasard, mais là, je te le certifie. Moi qui dis à chaque fois que le hasard n'existe pas, c'est l'habit que Dieu porte quand il veut passer incognito, là, je l'expérimente. Et je dis, waouh, tu te prosternes, en fait. Je suis très croyante. Au-delà des dogmes religieux, je suis quelqu'un de très croyant. Et oui, aujourd'hui, je ne peux que m'auto-certifier que je suis à ma place. C'est juste que c'est le destin, c'est mon destin. Cet enfant, il est né avec une malformation qui ne lui permettait pas de s'incarner pleinement sur cette terre avec nous, mais il est omniprésent, Raphaël. Et son deuxième prénom, c'était le prénom de mon papa, Saïd. Qu'est-ce qui t'a aidé à traverser ça ensuite? La foi. La foi? La foi en Dieu, la foi en... Cette foi me rappelle, il y a une phrase dans le Coran qui dit « Innama ba'da al-usri yusr ». Et si le divin a mis cette épreuve sur mon chemin de vie, j'ai les capacités nécessaires, mentales, émotionnelles et fondamentales à la surmonter. Bien sûr. Et donc oui, c'est ma foi en la vie aussi, parce que c'est une bénédiction d'être en vie, parce que j'ai failli passer aussi. Après l'accouchement, je me suis vidée de mon sang et à un moment, je me suis dit, ça y est, je vais le rejoindre. J'ai vu la mort, je l'ai vue, elle m'a traversée. Elle est venue taper à ma porte à un moment, parce qu'à un moment, il rentre. Après l'accouchement, c'était Grey's Anatomy, quoi, tu vois. T'as tout le monde qui rentre en mode, urgent. Et moi, je garde mon calme. Comment je ne pourrais pas honorer la vie? Avec Jean-Christophe, comment vous traversez cette initiation tous les deux? Est-ce que ça vous rapproche? Est-ce que c'est quand même quelque chose qu'il faut intégrer dans votre vie, après de famille aussi avec Clément? Déjà, quand tu traverses une tragédie pareille, c'est l'instinct de survie, au fait. T'es en instinct de survie. Tu fais ce que tu as à faire. Et je ne peux pas m'empêcher, parce que ça c'est super important, de témoigner toute ma reconnaissance et ma gratitude au corps médical de Port-Royal. Présent. Cette prise en charge, aussi bien professionnelle, médicale, mais avant tout humaine. Ils m'ont sauvé la vie. Heureusement que la médecine existe. Parce que quand tu es dans cet espace-là, à un moment tu dis ça y est, je vais perdre les boules. Je vais perdre complètement, je vais perdre la raison. T'as commencé à travailler peu de temps ou longtemps après par rapport à ça, justement? L'été, j'ai commencé à me former sur mes copines pour m'entraîner. Et en octobre 2023, en bas de chez moi, là, je connais une esthéticienne qui avait un espace. Et je voulais, au fait, à un moment, je voulais aller bien et vite. Fallait que j'occupe mon esprit. Fallait que je me remette dans la vie. Tu prends cet espace pour commencer? Pour combler. Mais la vie, tu peux pas lutter contre la vie. Faut jamais essayer de lutter contre elle. Elle est toujours gagnante. Puis la personne qui me sous-loue cet espace, il s'avère que dans son bail, elle se rend pas compte, son bail ne lui permettait pas de me sous-louer. Donc je me retrouve à arrêter, tu vois. Et puis la vie me dit, tu dois t'arrêter. Je m'arrête.
Et je vis ce que j'ai à vivre. Que tu n'avais pas vécu ouais, totalement. Parce qu'à un moment, je savais plus quel deuil, c'était quoi, mon père, mon fils, je savais pas. Ouais, c'est les abysses, quoi. C'est les abysses, complètement. Et puis, j'ai été les embrasser. Même si j'ai continué à faire quelques séances chez moi, je recevais les gens que je connaissais chez moi. Et puis en 2023, automne 2023, la vie reprend ses droits, Maya reprend ses droits. Pleinement et j'entame mon activité pleinement et je vais avec tout ce que j'ai et en paix avec moi-même et en ayant intégré pleinement toutes les initiations que la vie a mis sur mon chemin depuis la fin de la boutique. Un cycle de 7 ans. Et puis, je commence à exercer mon activité. Puis ça marche. Ça marche même assez bien, facile. Enfin, j'ai l'impression que c'est assez fluide dans le chemin de... Ouais, puis je suis passionnée. Et très vite, avant même de faire le lien avec mon histoire personnelle, et la vérité, c'est ce qui m'anime, j'ai très vite, aux premières clientes qui arrivaient, qui me disaient « Ah, je veux perdre du poids, j'ai de la cellulite », je disais tout de suite « Si tu es venue pour ça, enfin, c'est pas ici que tu trouves ça. » Parce que non. Puis j'ai la chance aussi d'avoir une sœur scientifique qui est dans la recherche clinique et qui a avec un poste assez important au niveau même européen. Je me suis formée à la pratique et après j'ai très vite intuitivement voulu comprendre la lymphe et c'est quoi la lymphe, c'est quoi le système lymphatique, c'est un système fondamental, si ce n'est le système le plus important de notre corps qui est très méconnu et j'ai un lien thérapeutique et puis j'ai mis toutes les formations que j'ai reçues auparavant au service, même le yoga, au service et tout de ton cette être aussi, pratique. toute ta profondeur de qui tu es. Et puis, il y a de merveilleux projets qui arrivent. Et... Justement, quel regard tu portes sur ce succès pour justement ces projets à venir? De quoi tu as envie? De quoi j'ai envie? En fait, là, tu as traversé tout ça, tu as repris un souffle, tu as repris le goût de la vie. Ouais. Je l'ai jamais perdu, le goût de la vie, en revanche. Jamais. Même en étant à terre. De quel projet t'as envie? De quel projet? Bah déjà, il y en a un qui est en gestation et qui ne demande qu'à voir le jour. Je vais ouvrir mon espace. Tu vas ouvrir ton propre lieu. Exactement. C'est un peu la jonction de la boutique et de la vie de... Oui, je ne sais pas faire autrement. L'indépendance, cool, être indépendante. D'ailleurs, c'est mon mot préféré de la langue française. C'est sur une bonne voie et c'est mon projet de 2026. Ça ne saurait tarder, Inch'Allah, comme on dit chez moi. Mais Dieu, il veut toujours. Et quel regard tu portes sur ces épreuves des dernières années, ces initiations? Pour avancer aujourd'hui, est-ce que tu te sens confiante à nouveau? Enfin, tu dis que tu n'avais pas perdu la vie, mais tu te sens... J'ai beaucoup d'admiration pour la femme que je suis. Mais parfois, même moi, je me dis, comment t'as réussi, au fait? Mais j'ai aucun problème à le dire, oui, j'ai beaucoup d'admiration pour moi-même et pour le courage. Pour le courage. Si je pense à la petite Maya, quoi. Tu vois, quand tu me poses cette question, je pose mon regard sur la petite Maya. Bah, c'est-à-dire qu'elle en a si fait elle du chemin. devait parler à ma place, là, elle dit, mais toi, t'as fait ça? Toi, t'as réussi? Et t'es toujours debout, là avec beaucoup d'enthousiasme et tes projets et ton amour pour la vie. Et... J'ai pas été élevée, tu vois, au-delà des croyances. J'ai pas été élevée... je suis pas quelqu'un de religieux. D'ailleurs, je déteste les dogmes. J'embrasse tous les livres. J'embrasse le sacré là où il se trouve. Mais mon papa, il nous disait toujours, quand on a la foi, la vie est plus facile. Donc, j'ai envie de te dire, ma foi est indéniable. Tu te verrais avoir un autre enfant? Non. C'est marrant parce que tout à l'heure, tu as dit Clément, c'était notre enfant et c'était bien déjà comme ça. Avant d'avoir Raphaël, je me suis toujours vue avec la maman de Clément, la maman d'un enfant unique. Toujours. C'est hyper intéressant. Ouais. Mais avant que je tombe enceinte, même, tu vois, parfois dans les dîners, machin, mais non, mais vous voulez pas? Je dis non, mais non. Je suis très bien comme ça avec Clément, je me suis toujours vue. J'ai toujours... Ouais. Quel conseil tu donnerais à une femme qui, justement, sur cette activité professionnelle, tu sens que tu le fais avec ton cœur et que ça marche, à quelqu'un qui, puisque ce podcast, il parle aussi de création et de créativité. Donc là, on a parlé de création au travers du corps et des étapes de la vie. Quel conseil tu donnerais à une femme une femme ou un homme d'ailleurs, qui aura envie de se lancer dans quelque chose, pas par exemple dans le métier du soin, comme tu le fais, faire ce qu'on aime, ce qui nous anime,
ce qui nous donne l'envie de nous lever le matin et de le faire dans la joie et à travers cet espace, tu sais, intérieur, ces tripes, ce qu'on dit, ces tripes, d'être authentique, honnête, avoir cette honnêteté envers soi et envers l'autre, surtout quand on est dans un métier de service et de soins, à travers et être cohérent, quoi. Le reste, et la patience. Et la patience. Ne pas lâcher. Ne pas lâcher au premier obstacle ou y croire. Et se donner le temps. Quand on peut. Je vais te poser 3 dernières questions. Qu'est-ce qui t'aide à t'aimer? C'est une question assez... Oui. Qui t'aide à t'aimer? Il n'y a rien qui m'aide à m'aimer. Je m'aime tout... Enfin, je m'estime tout court. C'est inné chez moi. J'ai été élevée dans l'estime de soi et l'amour propre. Donc, c'est là. C'est là. Comment souhaites-tu voir l'humanité évoluer ces prochaines décennies ou siècles? Qu'est-ce que tu aimerais voir? J'aurais adoré te répondre avec beaucoup d'utopie, que je vois l'humanité évoluer à travers ses valeurs, aider son prochain, dans la paix, dans l'amour, dans le juste, dans l'équitable, et j'en passe. Mais je souhaite que chaque être humain, et non pas l'humanité, trouve son chemin avec lui-même déjà, d'être en paix avec soi et de faire du mieux qu'il peut. Après, le collectif, le monde, je n'ai rien à dire. Parce qu'il a toujours été ainsi, il l'est encore plus aujourd'hui et je ne sais pas ce qu'il deviendra. C'est l'essence même de notre univers. Le mal est l'ennemi du bien, enfin voilà, on va rentrer dans des trucs philosophiques, tu vois, mais le mal a toujours existé et j'ai peur qu'il existera toujours parce que ça fait partie intégrante de l'être humain. Et c'est à chaque être de nourrir ce qu'il a envie de nourrir. Mais moi, je ne crois pas en un monde de paix, de tout ça. Ça n'a jamais existé. Et ça n'existera... J'espère que j'ai tort. Mais je ne pense pas... Enfin, je sais pas. Enfin, quelle question te hante? Quelle question est revenue souvent dans ta vie? C'est-à-dire, c'est une question qui revient parfois... Une question, tu sais, intérieure, une question secrète, presque. C'est-à-dire qu'elle te laisse pas tranquille. Parfois, t'as des réponses, puis quelques temps plus tard, elle revient encore. C'est un peu une des questions de ta vie, quoi. Il y a un truc que je ne comprends pas. Tu parles, on revient à l'humanité, mais la haine, ça me hante pas, mais... Enfin, je dis, mais comment c'est possible, quoi? Je ne comprends pas. C'est une incompréhension totale. De là à me hanter, non. J'ai envie de te dire, il n'y a rien qui me hante. Il peut y avoir même mes blessures qui me hantaient, j'ai fait la paix avec. Merci beaucoup, Maya. Est-ce que tu as envie de partager autre chose, là, une dernière chose, ou c'est bon pour toi s'il y a quelque chose que tu as envie de dire? Non, absolument pas. La seule chose, c'est merci d'être venue. Merci de m'avoir proposé de partager mon expérience à travers ton podcast. Et puis voilà. Merci beaucoup, Maya. Merci pour ton partage et ta générosité. Merci à toi. Un monde vivant. Si le podcast vous a plu, vous pouvez le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner sur YouTube et Substack. Vous pouvez aussi le partager à un proche. À bientôt. Un monde vivant.